Eh bien, écoutez, moi, ce que je vous propose, il est 10h35. Je vous propose de démarrer tout de suite ce webinaire dédié à la bathymétrie. Donc, aujourd'hui, les animateurs, donc Giuseppe Grassano, donc moi-même, donc responsable en charge chez Escadrone de la division marine, sous-marine et terrestre. Également présent Nicolas Hébert, président fondateur de Escadrone. Arnaud Stéphan de la société Latitude Drone et Olivier Dufay de la société X-Alpes Drone. Donc notamment, c'est Arnaud et Olivier qui principalement répondront à toutes vos interrogations un petit peu plus tard dans le webinaire. Alors, aujourd'hui, le sommaire, donc l'objectif, c'est très rapidement de vous faire une présentation d'Escadrone. Ensuite, nous détaillerons les composants matériels d'un bateau drone. Également, l'objectif, c'est de savoir à quelle problématique répond aujourd'hui la bathymétrie. Nous en profiterons également tout simplement pour vous présenter la gamme d'Escadrone. Et en toute fin de webinaire, d'ici une trentaine de minutes approximativement, nous aborderons vos questions et réponses. Donc, la société Escadrone a été fondée par Nicolas Hébert en 2014. Donc, au démarrage, l'entreprise, l'activité de l'entreprise se focalise en fait sur la conception et la distribution de drones aériens. Très rapidement, l'entreprise développe également un pôle formation à l'usage de drones professionnels pour tous les niveaux, depuis les compétences de base jusqu'aux techniques avancées, notamment de vol automatique, prise de vue technique et photogrammétrie. L'entreprise aujourd'hui accompagne ses clients à tous les stades, distribution de matériel et logiciels, formation, conseil technique et bien entendu service après-vente. Le positionnement d'Escadrone se repose à 360 degrés sur le marché de la robotique autonome et cela nous permet de répondre en fait à l'ensemble de vos demandes sur le domaine aérien, marin, sous-marin et terrestre. La société Escadrone est très heureuse en fait d'avoir été choisie par Latitude Drone en fait pour être son distributeur officiel sur le territoire français, les pays francophones et l'international également. Et notamment, c'est Latitude Drone qui a conçu et développé le Bathy-Drone que nous aurons l'occasion de découvrir un petit peu plus tard. Arnaud, si tu nous entends, et Olivier également, est-ce que vous pouvez très rapidement nous faire une présentation de votre entreprise? Oui, donc moi j'ai créé Latitude Drone en 2015, Arnaud Stéphan. D'abord sur du drone aérien. J'ai un passé de 15 années dans le BTP. En fait, j'étais ingénieur dans les travaux publics, fondation, ouvrages d'art, etc. Et puis, j'ai senti que le drone pouvait avoir un vrai intérêt dans ces métiers. Donc, c'est sur cette base-là que j'ai créé Latitude Drone. Et puis, en 2018, on a commencé avec Olivier, qui va se présenter juste après, à travailler sur un concept de drone aquatique pour compléter nos prestations dans les domaines aquatiques pour ajouter à la partie terrestre. Très bien. Olivier, de ton côté? Alors, moi, Olivier Dufay, bonjour à tous. Donc, moi, je suis de formation hydrobiologiste, donc comme quoi ça mène un peu à tout. J'ai commencé la société X-Alpes Drone en 2015, en 2015 également, et l'objectif était de la prestation avec drone volant, entre guillemets, avec une spécialisation dans les domaines de l'environnement, de l'aménagement, etc. J'ai par la suite eu l'occasion de rencontrer Arnaud sur des missions qu'on a mis en place ensemble en drone aérien. Et tout ça a évolué, je dirais, progressivement vers une collaboration de plus en plus proche et le développement de cet outil qui nous a été, comme vous l'a dit Arnaud, utile pour raccorder, entre guillemets, la topo terrestre et la topo subaquatique. Donc, voilà un peu le système. Le développement a pris à peu près 1 an et demi et on est maintenant au stade quasiment 3 du bateau avec, on en parlera plus tard, des performances qui sont assez bonnes. On répondra donc à vos questions par la suite, pas de problème.
Très bien. Effectivement, hein, l'occasion aujourd'hui, ça va être de vous présenter la gamme proposée par Escadrone, donc le multiboat, qui est un des outils, mais également le Batidrone, avec une toute nouvelle version 2020 qui est assez exceptionnelle. Juste une petite parenthèse, donc en fait, c'est vraiment un plaisir de travailler avec Olivier et Arnaud. Je tiens vraiment à le souligner, c'est des personnes qui sont entièrement disponibles. Et l'objectif, en fait, c'est aussi de vous accompagner post-vente. C'est-à-dire que l'objectif chez Escadrone, c'est pas uniquement de vendre du matériel, mais c'est également aussi vous conseiller, vous accompagner, notamment sur vos missions, hein, lorsque l'emploi du temps le permet. Donc voilà, donc avec effectivement une grosse partie formation. La bathymétrie, donc aujourd'hui, introduction, également le sondeur bathymétrique, qui est également un composant très important et que vous allez devoir choisir avec précaution. Les équipements optionnels que vous allez pouvoir également ajouter sur un bateau drone, connaître un petit peu également le système de positionnement et le type de résultat en fait que vous allez obtenir grâce notamment aux outils que nous proposons. La bathymétrie, en fait, c'est une technique, hein, simplement en termes d'introduction, qui va permettre de mesurer la profondeur et le relief sous la surface de l'eau grâce à différents capteurs, donc une sonde bathymétrique, un sonar ou un laser par exemple. L'objectif d'un relevé bathymétrique vise en fait à mieux connaître la topographie du sol sous la surface de l'eau, comme pourrait par exemple le faire un géomètre pour le relief terrestre. Le relevé va permettre également de sécuriser la navigation de surface ou sous-marine, mesurer les stocks sous eau et les niveaux d'envasement des lits de rivières et carrières, par exemple. Grâce à la bathymétrie, vous allez pouvoir également établir des cartes bathymétriques des fonds marins que vous allez pouvoir aussi superposer avec une topographie terrestre. Ce procédé technique, en fait, va tout simplement produire un rendu de type nuage de points que nous aurons l'occasion de creuser un petit peu plus loin dans ce webinaire avec nos spécialistes. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que les techniques traditionnelles de mesure de la topographie sous-marine ou de l'étude des fonds sont extrêmement onéreuses. Aujourd'hui, le recours à un engin nautique motorisé autonome est un vecteur puissant pour optimiser le temps d'opération sur place, diminuer les risques humains et réduire les coûts au minimum. Aujourd'hui, il existe 3 types d'échosondeurs que vous allez pouvoir installer sur votre bateau drone. Pour rappel, hein, une sonde bathymétrique en fait va émettre un signal acoustique qui va rebondir sur le fond et revenir au sondeur. L'objectif, en fait, consiste à déterminer le temps qu'il aura fallu à l'écho pour être réfléchi par le sol, puis revenir au sondeur. On obtient, en fait, ainsi une mesure de profondeur par rapport à la position du niveau de l'eau. Aujourd'hui, il existe 3 types de capteurs. Donc, le capteur monofréquence, qui est un moyen efficace et peu onéreux d'acquérir des données bathymétriques fiables. Lorsqu'il est combiné avec des fonctionnalités de programmation et de déplacement autonome du drone marin, vous allez pouvoir cartographier des étendues d'eau de taille importante pour des environnements dont le fond est compris généralement entre 50 cm et 100 mètres en général. La sonde bifréquence, de son côté, va émettre en haute et en basse fréquence. Le signal basse fréquence, en fait, pénètre en partie les sédiments et va ainsi permettre d'estimer une épaisseur de sédiments. La sonde multifaisceau, elle, va émettre plusieurs faisceaux qui sont à disposer en éventail afin d'estimer les profondeurs sur une bande d'une largeur, en fait, qui correspond à l'ouverture de cet éventail. C'est ce qu'on appelle la fauchée. L'avantage, c'est d'obtenir des mesures sur une largeur importante par rapport au monofaisceau qui ne mesure en fait qu'à la verticale du bateau. En revanche, la sonde multifaisceau est relativement onéreuse et doit être associée notamment à une centrale inertielle pour connaître son orientation dans les 3 axes, pour corriger les données reçues, d'un GPS double antenne RTK pour connaître avec exactitude le cap du bateau et sa position, et également d'un célérimètre pour affiner les données en fonction de la vitesse du son dans l'eau. Aujourd'hui, avec une sonde multifaisceau, vous allez pouvoir réaliser des captations 3D sur des objets spécifiques
pour diagnostiquer notamment des anomalies, par exemple, comme sur des conduites, sur des quais ou sur des enrochements. Pour fonctionner, le sondeur bathymétrique doit être relié à un système de localisation qui lui fournit sa position. Aujourd'hui, par abus de langage, on parle de GPS alors que l'on devrait parler de GNSS. Un système GNSS, en fait, c'est un ensemble qui comprend un récepteur et une constellation de satellites qui va permettre de situer un utilisateur. Pour obtenir le calcul d'une position, le récepteur doit capter les signaux d'au moins 3 satellites. Parmi les constellations les plus développées, nous avons la constellation américaine GPS, la constellation russe GLONASS, la chinoise Beidou et enfin la constellation européenne Galileo. En mode naturel, c'est-à-dire sans correction, ce calcul permettra d'obtenir une précision de l'ordre de plus ou moins 3 mètres. Dans la majorité des cas, on va utiliser effectivement un système de positionnement GNSS, mais il est parfois nécessaire d'augmenter la précision des informations reçues. C'est ce que l'on appelle la correction différentielle, obtenue grâce notamment au fonctionnement RTK ou encore PPK. Le principe de la méthode différentielle est de corriger la position, en fait la longitude, la latitude et la hauteur du rover ou récepteur, dans notre cas le bateau drone, à partir d'une erreur qui est calculée sur un point connu. Aujourd'hui, il existe 2 types de bases que vous allez pouvoir installer. L'utilisateur va pouvoir par exemple directement installer une base sur un point connu qui va envoyer par lien radio les corrections au rover, en fait au bateau drone. L'intérêt ici est d'avoir une base qui soit très proche du rover, de quelques mètres, pour être au plus proche de la vérité. L'inconvénient, c'est que vous devez connaître précisément le point sur lequel vous allez installer votre base. L'autre solution consiste en fait à se reposer sur une base qui est gérée par un opérateur privé comme Teria ou Orphéon par exemple en France. Le ROV en fait communique ainsi avec la base la plus proche par l'intermédiaire d'un réseau 3G ou 4G et récupère les corrections. Ces systèmes de correction différentielle permettent en fait d'obtenir des données X, Y, Z centimétriques sur des terrains qui sont dégagés. Dès lors qu'une barrière naturelle ou artificielle existe, il faut savoir que cette précision va diminuer et passe rapidement à plus d'1 mètre. Lorsque j'entends barrière naturelle, j'entends bien sûr des rideaux végétaux, des falaises pour les bassins naturels qui représentent en fait des obstacles qui limitent l'utilisation du GPS. Le système de positionnement RTK va vous permettre d'obtenir des informations en temps réel, alors que de son côté, le GPS PPK va recevoir les informations avec un géotag approximatif et le logiciel traitera dans un second temps les précisions pour justement corriger ces informations. Pour réaliser des relevés bathymétriques rapides et précis, vous devez vous assurer de disposer d'un certain nombre d'équipements. Dans un premier temps, une embarcation adaptée aux contraintes matérielles et d'accès au plan d'eau, un sondeur bathymétrique, mono, bifréquence ou multifaisceau, suivant le type d'information que vous souhaitez récupérer, un système de positionnement GNSS pour connaître la position du bateau drone, éventuellement une station de correction différentielle RTK ou PPK pour augmenter la précision des données reçues, un système de navigation pour le pilotage à distance du bateau drone, une radiocommande longue portée, un système de transmission Wi-Fi pour transmettre des informations de pilotage entre l'opérateur situé sur la berge et le bateau drone, une unité de traitement de données du type PC embarqué qui va vous permettre d'accueillir en fait des logiciels de navigation et surtout vous permettre d'enregistrer toutes les données qui sont reçues par l'échosondeur sans aucune déperdition si vous rencontrez une perte de signal. Également, vous allez avoir besoin d'un logiciel d'acquisition et de visualisation en temps réel des mesures qui sont réalisées par la sonde, comme par exemple Hydromagic ou iPac. Éventuellement un célérimètre qui est un instrument de mesure qui permet de mesurer la vitesse du son dans l'eau, qui peut varier selon les paramètres du milieu en fonction de la pression, de la température et de la salinité. L'objectif ici avec un célérimètre est d'obtenir des relevés qui sont beaucoup plus précis. Et enfin, un abonnement 3G 4G auprès d'un opérateur privé
si vous voulez avoir des précisions plus précises avec votre station de correction différentielle RTK ou PPK. Pour vous permettre de programmer un parcours de mission automatique, vous devez disposer d'une application dédiée du type QGround Control ou Mission Planner par exemple. Ce type d'application est spécialement conçu pour contrôler les petits véhicules terrestres, aériens et maritimes depuis votre ordinateur directement. Grâce à ce type de logiciel, vous allez pouvoir créer des points de cheminement pour des trajectoires de mouvement automatisées. Les contrôles peuvent être établis par l'intermédiaire du Wi-Fi, de périphériques USB ou d'autres ports externes en fonction du type de véhicule que vous souhaitez contrôler. Ces applications, elles sont dotées de nombreuses options de navigation sur carte et vous allez pouvoir vous déplacer librement et planifier soigneusement votre parcours. Tout comme pour les photos aériennes ou les images satellitaires qui ont permis aujourd'hui d'avoir un autre regard de la surface de la Terre, les relevés bathymétriques ont profondément modifié la perception du fond des océans, des mers et des plans d'eau qui nous entourent. Les données enregistrées permettent d'éditer, de visualiser, de restituer la morphologie du fond en 2 ou en 3 dimensions. Ces données, elles peuvent être visualisées à différents stades de traitement et sous différents aspects. Selon l'objectif final de la mesure, le résultat de la bathymétrie peut être un nuage de points en X, Y, Z, une carte avec des isobates, des couleurs, des rugosités, un modèle 3D texturé, également obtenir un calcul de cubature et d'évolution de stock sédimentaire et aussi un volume, une étude du volume d'eau restant. Les applications en matière de bathymétrie sont multiples et variées. Un relevé bathymétrique va permettre de connaître ce qu'on disait avec précision, la profondeur d'une zone en eau et la retranscrire en fait sous la forme d'une carte ou de plan, et ce, quelle que soit la nature du site, que ce soit pour un lac, une lagune, une marina, un barrage ou encore une digue. Dans les diapositives qui vont suivre, nous avons essayé de dresser une liste non exhaustive en fait de quelques cas d'usage. Dans le cadre d'une zone maritime, par exemple, il est intéressant de connaître la profondeur des océans, tout d'abord pour permettre d'assurer la sécurité de navigation. Les données que vous récupérerez permettront d'avoir des informations à jour afin de s'assurer que les navires, en fonction de leur tirant d'eau, puissent accéder sans risque aux ports et près des côtes. Pour les gestionnaires de barrages, l'objectif d'un relevé bathymétrique va leur permettre de connaître notamment le niveau d'envasement des prises d'eau et mais également des exutoires de secours. Si vous avez équipé votre bateau drone d'une sonde bifréquence, vous pourrez aussi estimer les volumes de sédiments à draguer ou ceux qui ont été déjà dragués. Comme vous le savez, les coûts du dragage sont très importants et l'estimation de ces volumes est vitale afin de les prévoir et de les contrôler, bien entendu. Il est donc fréquent d'effectuer des bathymétries avant et après dragage afin de contrôler le volume des sédiments qui sont effectivement dragués. Grâce à un bateau drone, vous allez pouvoir également effectuer des prélèvements aquatiques. Ces prélèvements peuvent être d'ordre multiple, mais le plus souvent, l'intérêt est d'avoir un vecteur marin qui soit rapide à déployer pour aller à certains endroits sans contaminer la zone et avec le moins de perturbations possible. Il existe aujourd'hui un nombre varié de capteurs qui peuvent être intégrés sur les drones marins, comme par exemple des filtres pour l'analyse ADN d'espèces animales et végétales, ou encore des capteurs qui vous donneront des informations sur la qualité de l'eau, comme des valeurs d'oxygène dissous par exemple. Les gestionnaires de ports et chenaux, qui sont généralement des collectivités ou des institutionnels, cherchent eux aussi des solutions pour suivre l'envasement et ainsi éviter les problèmes de navigation, sans oublier l'optimisation des travaux de nettoyage réguliers. Et enfin, les relevés bathymétriques vont aussi venir en appui au secteur du BTP, notamment pour aider les maîtres d'ouvrage dans l'exécution de leurs travaux de construction.
Escadrone propose deux types de drones marins de surface qui sont spécialement dédiés aux travaux techniques et milieux aquatiques. Le multiboat et le batidrone vous permettront de répondre à de nombreuses applications aquatiques qui vont, comme je le disais précédemment, du simple prélèvement jusqu'aux cartographies et analyses sous-marines les plus poussées. En fonction des équipements que vous allez choisir d'ajouter, vous allez pouvoir réaliser des relevés bathymétriques, effectuer des prélèvements et d'autres types d'analyses en milieu humide via des intégrations sur mesure des capteurs. Le multiboat est un véhicule marin autonome, évolutif et multifonctionnel. Sa structure, qui est entièrement démontable, est composée de modules indépendants qui vont lui permettre d'emporter des charges utiles de dimensions très variées. Sa prise en main est extrêmement simple et ne demande presque aucun délai entre l'arrivée sur la zone d'utilisation et le début des opérations. Il est déployable en moins de 10 minutes. Il dispose d'une autonomie d'environ 4 heures et peut emporter une charge utile d'environ 8 kg. Aujourd'hui, le multiboat en fait s'ouvre à d'autres applicatifs. Ses capacités d'emport lui permettent effectivement d'embarquer différents accessoires, comme un échosondeur uniquement monofréquence, je tiens à le signaler, afin d'étudier les profondeurs marines, une pompe multiflacon pour effectuer des prélèvements d'eau. Il va pouvoir également embarquer une sonde d'analyse pour calculer les principaux paramètres de qualité de l'eau, comme la salinité, le pH, la turbidité, etc. Il va pouvoir également intégrer une caméra haute définition qui inclut un zoom, qui sera combiné en fait à un projecteur LED étanche qui vont vous permettre en fait de réaliser des inspections en surface, notamment sur des ouvrages d'art qui sont difficiles d'accès, comme l'étude, vous savez, des capacités portantes des ponts en arc, ce que l'on appelle l'intrados, afin de diagnostiquer des anomalies qui pourraient éventuellement provoquer un effondrement. Le multiboat présente de nombreux avantages. Un encombrement minimum, il est facilement transportable car l'ensemble tient dans une valise de rangement qui pèse moins de 20 kg et que vous pourrez embarquer sans aucun problème dans votre utilitaire. Son déploiement est extrêmement simple et rapide, en moins de 15 minutes, sans forcément recourir à une rampe d'accès. C'est également une solution qui est économique car moins onéreuse que des méthodes traditionnelles. Le multiboat mobilise un seul opérateur pour son fonctionnement et réduit notamment les risques humains car vous allez pouvoir automatiser vos missions depuis la berge. Il vous permet également un gain de temps considérable grâce à l'automatisation des missions de navigation. Chez Escadrone, nous travaillons également sur des évolutions du multiboat comme l'ajout d'une caméra sous-marine, l'ajout également d'une propulsion aérienne qui sera combinée à celle qui est située sous le bateau et également l'ajout d'un filet de récupération pour collecter notamment les déchets flottants dans un but de préservation de l'environnement. Le modèle batidrone à présent se présente sous la forme d'un catamaran qui mesure 1 mètre de long pour 80 cm de large. Il est destiné aux eaux intérieures et bénéficie d'une propulsion électrique. Il est conçu avec une coque en fibre de verre. Il pèse environ 20 kg et en incluant la sonde monofaisceau. Vous devrez malgré tout vous assurer d'avoir un tirant d'eau de 20 cm avant de le plonger. Le batidrone peut être transporté et mis à l'eau par un seul opérateur et, chose importante, ces moteurs ne sont jamais en contact avec le sol ou avec le fond de l'eau, ce qui permet véritablement de le poser sur n'importe quel support sans risque de casser ou d'endommager quoi que ce soit sur le drone. Une toute nouvelle version du batidrone est désormais disponible et on est très fiers d'avoir sa distribution chez Escadrone. Elle est plus légère, elle est plus rapide et encore plus polyvalente, avec au rang des améliorations une plage arrière capable d'accueillir de nombreux accessoires. Vous bénéficierez également d'une portée qui sera améliorée. Pour vos informations, et c'est très important de le souligner, nous allons dans les prochains jours en fait planifier plusieurs démonstrations du batidrone, à savoir notamment sur le lac d'Annecy en Haute-Savoie, sur le lac de Carouge en Savoie.
sur le lac de Paladru en Isère et sur le plan d'eau du Val d'Oron, situé sur la commune de Bourges, dans le département du Cher, d'ici une dizaine de jours. Donc, n'hésitez pas, dites-nous par l'intermédiaire du chat si vous souhaitez y participer pour que nous puissions vous faire parvenir tous les détails. Mais nous aurons l'occasion de revenir un peu plus tard avec nos spécialistes dans ce webinaire sur cette nouvelle version. L'interface de contrôle et de programmation de mission automatique a été conçue pour que les utilisateurs aient les informations importantes en vue et puissent maîtriser les acquisitions du drone et contrôler ses déplacements. Les capteurs, en fait, sont directement interfacés avec le contrôleur de navigation et votre ordinateur au sol, qui réceptionne les données acquises en temps réel et lui permet d'interagir avec les logiciels de bathymétrie comme iPac ou Hydromagic. Le Batidrone est équipé de 2 moteurs qui sont alimentés par des batteries de 16 volts qui permettent également d'alimenter les appareils qui sont embarqués. Son autonomie est de 8 heures et le choix de direction se fera notamment en changeant la puissance des moteurs, tout simplement. En termes de navigation, il peut se déplacer à une vitesse maximum de 2 mètres secondes, sachant que sa vitesse de travail est légèrement inférieure, soit l'équivalent d'1,5 mètre seconde. Il accepte des vents un maximum de 40 km/h et bénéficie de 3 modes de navigation. Un mode manuel qui laisse le contrôle total à l'utilisateur, un mode semi-automatique qui permet au drone de suivre un cap à vitesse fixe et un mode complètement automatique où le drone va suivre une série de transects qui sont des lignes virtuelles qui sont définies par l'utilisateur sur l'ordinateur. La radiocommande également a une portée équivalente à 1 km depuis votre station de travail sur la berge et vous disposerez également d'un système de transmission en temps réel vers la berge. Les données bathymétriques visibles en direct sur la berge sur l'ordinateur, là aujourd'hui en exemple sur l'image, un exemple en fait depuis Hydromagic. Grâce à cette application, vous pourrez contrôler tous les paramètres d'acquisition. Vous allez également pouvoir programmer des alarmes, notamment lorsque il n'y a pas de fond, lorsque le système RTK a été perdu ou alors lorsque le bateau est en dehors de la zone d'acquisition. L'échelle de couleur est également paramétrable selon vos désirs. Et enfin, les altitudes sont directement calculées, il faut le savoir, sur la base du réseau IGN 69, qui est la base officielle de nivellement en France métropolitaine. Le Batidrone permet également l'ajout d'équipements optionnels, comme par exemple l'ajout d'un treuil que vous allez pouvoir fixer à l'arrière du bateau et qui va permettre de descendre des instruments de mesure dans l'eau jusqu'à 80 mètres de profondeur. Le treuil est pilotable depuis la berge. Attention, c'est un bateau qui est évolutif, c'est-à-dire que vous allez pouvoir parfaitement, si vous le souhaitez, acquérir le bateau dans un premier temps et pouvoir ajouter au fur et à mesure les équipements dont vous avez besoin sans aucun problème. Il bénéficie également d'un système de prélèvement de sédiments solides grâce à une benne de prélèvement qui est actionnée par le treuil et vous allez pouvoir également lui ajouter un système de prélèvement d'eau en flaconnage pilotable bien sûr depuis la berge. Dans sa version de base, le Batidrone version 2020 est équipé d'une antenne GPS RTK qui est montée sur le bateau et raccordée au PC pour vous permettre d'avoir le cap et la position du bateau. Il est équipé d'un modem 3G inclus dans le récepteur GNSS, d'un système de transmission de données longue portée, d'une sonde monofréquence avec une portée de 100 mètres, sachant que vous allez pouvoir aussi ajouter une sonde bifréquence ou multifaisceau suivant vos besoins. Il est doté également d'un système de transmission de données 5 GHz longue portée, d'un module pour PC qui va inclure les antennes, d'un contrôleur de navigation Pixoc, d'un logiciel Mission Planner ou QGround Control, de 2 batteries 16 volts et d'un chargeur de batterie. Vous allez pouvoir en option, ce que je disais précédemment, lui ajouter un treuil automatique qui va vous permettre de descendre différents types d'instruments de mesure. Sa capacité 3 kg de charge avec une longueur de corde de 80 mètres, avec notamment une résistance à la rupture de 60 kg. Vous allez pouvoir lui ajouter une benne de prélèvement compatible avec le treuil automatique pour le prélèvement d'échantillons. Également lui ajouter une pompe péristaltique qui va permettre le prélèvement d'échantillons ou sondes d'analyse.
l'ajout d'une sonde de célérité également pour vous permettre d'avoir des informations et des mesures plus précises. Important également à signaler, lorsque nous commercialisons le Batidrone, vous pouvez choisir, bien entendu, et on vous le conseille fortement, de bénéficier d'une formation à la fois sur le Batidrone, mais également à Hydromagic. C'est une formation de 7 heures qui a pour objectif de vous présenter le matériel, de vous apprendre également à gérer la navigation, comprendre comment utiliser les capteurs. Vous pourrez également bénéficier d'exercices pratiques sur l'eau et apprendre à traiter les données. Vous avez la possibilité également, parce que Escadrone est un centre de formation également, d'avoir une prise en charge par votre OPCO. La formation a généralement lieu en Haute-Savoie, mais nous pouvons parfaitement la réaliser sur site en fonction de votre lieu de localisation. Ce qui est important, c'est qu'on me le demande souvent, la formation, on peut également la dispenser lors de votre première prestation. C'est-à-dire que si vous avez commercialisé une prestation auprès de vos clients, nos experts Arnaud et Olivier peuvent parfaitement vous accompagner le jour de la prestation que vous devez réaliser. Et en l'occurrence, cette formation, c'est guise de prestation, c'est-à-dire que vous êtes un petit peu plus serein le jour J et vous apprenez comme ça à vous servir du Batidrone et d'Hydromagic. C'est important de le signaler. Voilà, cette présentation bathymétrie sur les machines, sur les principes et les outils de manière générale est terminée. J'espère qu'elle vous a apporté beaucoup d'informations. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'ouvrir la partie questions-réponses. Nicolas, est-ce que tu nous entends également? Nicolas Hébert, président d'Escadrone. Je vois que Nicolas peut-être a eu une perte de signal. Oui, voilà, parfait. Voilà. Donc Nicolas, qui est président fondateur d'Escadrone, va également orchestrer ces questions-réponses, en collaboration avec Olivier Dufay et Arnaud Stéphan. La parole est à vous, messieurs les auditeurs. Merci Giuseppe pour cette présentation. Ce que je vous propose peut-être, Arnaud, on a déjà des questions dans le flux et puis moi j'en ai qui m'ont été posées directement que je vais repartager pour tout le monde. Peut-être je vous laisse, Arnaud ou Olivier, prendre la parole. Moi, je peux répondre aux questions là Olivier répond sur le chat, mais je peux reprendre les questions qui sont posées. Il y avait une question concernant le fait d'avoir un retour vidéo. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Batidrone, en termes de navigation, dispose d'une caméra qui est pointée à l'avant et qui permet d'avoir, comme sur un drone aérien, un retour vidéo temps réel. Donc ça, c'est intéressant pour suivre un cap éventuellement, parce qu'à partir d'un arbre qu'on voit au loin, ou éventuellement également, ça peut permettre d'éviter d'aller taper la berge quand on est à proximité sur des petits fonds. Donc ça, c'est assez pratique en termes de navigation. Donc ça, c'est inclus dans le Batidrone. On avait d'autres questions sur le fait que le tir en dos, notamment. Donc, est-ce que le Batidrone peut intervenir en eau peu profonde, entre 0,1 m et 5 mètres? Alors, je dirais oui, dans le sens où il a été plutôt conçu pour ça, d'ailleurs, bien qu'il puisse aller sur des fonds jusqu'à ce qu'on veut, en fait, jusqu'à 100 mètres, parce qu'on sera limité par la sonde de bathymétrie. 0,1 m, on va dire que c'est un petit peu juste. En termes de tir en dos, donc Giuseppe vous a dit 20 cm. Et la sonde de mesure commence à mesurer à 30 cm de profondeur. Parce qu'à moins de 30 cm, elle commence à décrocher. C'est-à-dire que la source d'émission sonore est un peu trop forte. Et donc, ça sature le récepteur. On avait aussi deux autres. Le Batidrone peut-il être utilisé en mer à moins de 300 mètres du littoral? Je dirais par mer calme, il n'y a pas de souci, même avec quelques vagues, c'est tout à fait possible. Alors, il ne va pas dans les tempêtes, c'est clair, mais on va dire que c'est comme le drone aérien, quand il y a trop de vent, on ne vole pas. Bon, avec le Batidrone, quand la mer est trop forte, on va éviter de faire l'émission. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est un bateau qui fait 1 mètre à 1,20 m de long sur 60 à 80 cm de large. Donc, il est assez costaud et assez stable sur l'eau.
Je ne sais pas si Nicolas, tu as identifié d'autres questions. Oui, alors j'en ai remis une dans le flux. Peut-être aussi sur la partie mer agitée. Il est vrai que l'intérêt du GPS temps réel, c'est justement aussi de pouvoir corriger un petit peu cette houle et cette erreur en Z qu'on aurait liée au Oui, mouvement du bateau. tout à fait. L'emploi du GPS RTK, qu'il soit temps réel ou PPK, va permettre en fait de mesurer en temps réel. Alors, les fréquences, c'est 10 mesures par seconde sur le GPS et sur la sonde bathymétrique. Donc, elles mesurent à la même fréquence toutes les deux. Et 10 fois par seconde, on mesure le Z, le XY et la profondeur. Donc, je dirais que ça permet de compenser en fait les vagues ou la houle qu'on aurait en mer. Parce que même une houle avec une mer calme, on peut avoir des variations d'au moins 1 mètre durant notre mission très facilement. Donc ça, c'est compensé par le système RTK. Après, sur les plans d'eau calmes, où il n'y a pas de variation d'eau, de niveau d'eau durant la journée, on peut également aussi prendre le Z de l'eau avec une canne GPS le matin et puis le soir de la mission, par exemple, une fois. Et puis ensuite, travailler uniquement avec le bateau drone en profondeur. Voilà, c'est une autre méthodologie, mais c'est aussi valable. Avec les logiciels de traitement, on peut faire les deux. On a une question de Simon sur la nécessité de posséder un permis côtier ou hauturier. Non, ça c'est vraiment plutôt lié au bateau habité, hein, si on peut dire ça comme ça. Mais donc, non, on n'est pas soumis à cette réglementation-là. Il y a une absence. Ouais. Ouais, il y a une absence de cadre juridique complet sur les bateaux drones, on va être très clair. Il n'y a pas d'exigence particulière. Dès lors qu'il n'est pas habité, la réglementation sur les fusées de détresse, le gilet de sauvetage, etc., ne s'applique pas. Maintenant, nous, quand on est en mission, bien entendu, on a tous les équipements de sécurité puisqu'on est près de la berge quand même, donc on porte les gilets de flottabilité. Mais concernant le bateau, on n'a pas eu on l'a fait naviguer sur le lac Léman, on a eu la visite des policiers suisses, mais ils ne savaient pas quoi nous dire, donc il a été identifié, on est à même de l'utiliser par exemple sur ce lac. Après, les petits plans d'eau, etc., ça ne pose pas de problème. Ce que je recommande quand même, des fois, il y a des gestionnaires, par exemple Voies navigables de France pour certaines portions de rivières. C'est toujours mieux d'aller s'annoncer, etc., avant de faire une navigation, y compris avec la Compagnie nationale du Rhône, la CNR. C'est toujours mieux de se présenter avant, mais globalement, il n'y a pas de réglementation. Peut-être pour faire une petite parenthèse, on a quand même le loisir bateau est quand même aussi des fois encadré. Il y a des zones où on n'a pas le droit de faire évoluer des petits modèles réduits motorisés de loisirs. Nous, bien entendu, effectivement, avec le Batidrone, on ne va pas s'affranchir de ça. On va être un petit peu englobé dans ce cas-là. Et effectivement, si on n'a pas la possibilité de le faire en loisir, ce Batidrone va être un petit peu sous cette réglementation loisir modèle réduit, quoi. Tout à fait. On avait une question sur le sujet de l'autonomie et l'éventuelle possibilité de mettre des panneaux solaires. Aujourd'hui, dans le cadre de l'usage bathymétrique ou prélèvement d'eau, ou peut-être un petit peu un panel d'applicatifs qu'on a identifié l'autonomie qu'on a est suffisante. Et il faut savoir qu'on n'est pas du tout dans les mêmes problématiques que sur des choses aériennes. La batterie, on peut doubler la charge de batterie si on le souhaite. On ne va pas être un petit peu comme sur le drone où il y a un point d'efficience où on peut rajouter des batteries et on va perdre de l'autonomie avec le drone aérien puisqu'il ne sera plus dimensionné pour ce poids-là. Sur le Batidrone, on peut rajouter des batteries, on va gagner de l'autonomie. Oui, tout à fait. Et puis, je pense que le fait de rajouter un panneau solaire, ça rajoute de la complexité. En termes d'intensité, il faudrait des grandes surfaces. Donc, il n'y a aucun souci pour rajouter des batteries. C'est des bateaux dans lesquels on a de la place. Et de toute façon, bon, je doute que vous fassiez des missions durant 24 heures. Enfin, on peut imaginer des applicatifs, mais nous, on l'a conçu pour faire une journée de travail avec un pack de batterie. Mais c'est des choses qui sont bien entendues. On sait étudier des projets qui ne rentrent pas
qui ne rentrent pas dans ce cadre-là et qui nécessiteraient plus d'autonomie. Nous, le développement premier a été axé sur ce qu'on a identifié du marché principal pour ne pas proposer à la majorité des utilisateurs une autonomie de 48 heures s'ils n'en ont pas besoin. Mais après, on sait étudier au niveau de l'autonomie des besoins différents. Nicolas, pour faire, si je peux me permettre, on peut peut-être montrer un petit peu à quoi ressemble une acquisition dans le logiciel Hydromagic, et puis après on reviendra peut-être aux questions. Bien sûr, il faut que Giuseppe te libère l'écran. Oui. Alors, arrêtez le partage. Est-ce que c'est bon pour toi de ton côté, oui, Nicolas? C'est bon. Je vais Parfait. Voilà. C'est OK pour vous? Vous pouvez continuer, bien entendu, à poser des questions. Je vois qu'il y en a certaines qui ont été posées. On va revenir dessus, hein, bien entendu. Donc, Nicolas, on voit l'écran? C'est bon? Ça fonctionne très bien. OK. Donc là, vous êtes sur le logiciel Hydromagic qui est en fait intégré au bateau. Hein. On propose la Escadron vous propose une licence parce que c'est vrai que c'est un outil qui apparaît assez indispensable en complément du bateau. Et ici, vous avez sur cet écran l'ensemble des paramètres de navigation en temps réel. Et là, une acquisition que nous avons faite il y a 2 semaines environ, une semaine, avec des bassins de gravière. Et donc, vous voyez, on avait programmé une mission autonome du bateau. Donc, il a suivi ces lignes d'acquisition. Et puis ici, en temps réel, vous avez les petits points qui s'affichent avec la profondeur. Donc là, on a une échelle jusqu'à 4 mètres. Dans ce secteur-là, on a 4 mètres de profondeur environ. Et puis, la navigation autonome, là, c'est des bassins qui ont été faits en 1h30 environ. Voilà, pour ce qui est de ça. Et puis après, je peux vous montrer une petite vidéo d'acquisition. Vous allez voir ce qui apparaît sur l'écran de l'opérateur sur la berge pendant que l'acquisition est réalisée. Je vous demande un instant. J'en profite également, Arnaud, le temps que tu fasses ta manipulation. Si tout le monde m'entend, il y a des questions également, vous savez, sur les démonstrations que nous allons très prochainement programmer. Ce que je vous invite, en fait, c'est de m'envoyer un email. Hein. Vous aurez l'adresse mail, en fait, à la toute fin du webinaire. Dites-moi simplement le site sur lequel vous souhaiteriez ou vous êtes intéressé pour la démonstration, et je me permettrai de revenir vers vous très rapidement pour vous donner tous les détails. Sachant qu'aujourd'hui, voilà, en termes de mesures de confinement, on prendra toutes les mesures préconisées, mais vous aurez toutes les informations par retour de mail. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail avec vos coordonnées pour que je puisse vous prévenir. Je te laisse la main, Arnaud. Voilà, donc là, c'est un enregistrement de l'écran de l'opérateur sur la berge. Là, c'était une acquisition en rivière. Et donc, je vais faire défiler la vidéo. Donc, ça, c'est bien entendu un peu accéléré, mais on voit le principe. Donc, ça, c'est du pilotage manuel. Hein. On pilote le bateau manuellement en rivière. C'est plutôt, ça dépend des courants, mais c'est plutôt préférable. On voit parfaitement qu'il est RTK fixe, le nombre de satellites, la profondeur, etc., qui apparaît et qui évolue. Et donc, ça permet, vous voyez, de faire une acquisition. Là, on est sur un bras mort et on obtient un modèle 3D. Alors là, on l'a couplé à des données de drone aérien par photogrammétrie. Et c'est le genre de rendu qu'on est capable de livrer aux clients avec le bâti drone. Et ici, vous avez aussi la gravière qu'on a vue tout à l'heure en résultat. Donc ça, c'est le bâti drone en évolution sur cette gravière. Donc là, il est en mission autonome. Voilà, il est en train de faire l'acquisition avec son antenne GPS. On a des lignes ici qui sont espacées de mémoire de 5 mètres. Donc, entre chaque ligne, on a 5 mètres d'interdistance. Et sur chaque ligne, là, le bateau drone fait de l'acquisition à 10 points par seconde. Comme là, on l'a fait évoluer à 1 mètre par seconde, on est à 10 mesures par mètre environ. On avait beau temps et la gravière était
C'était calme, le plan d'eau était très calme. Donc ça, ce sont des acquisitions qui sont relativement faciles à faire. La plupart du temps, c'est comme ça d'ailleurs. Pour le Troy, je reviendrai peut-être dessus après. Nicolas, on va peut-être reprendre une partie des questions. Oui, il y avait des questions sur le Troy, je te laisserai revenir dessus, bien entendu. Après, on avait des questions sur la possibilité de protéger les hélices ou non, comment ça fonctionne avec la végétation et si on a, est-ce qu'on a la possibilité d'upgrader les moteurs pour avoir plus de puissance en rivière. Alors, sur la possibilité de protéger les hélices, oui, c'est pas évident parce que on n'arrive jamais à être certain de s'affranchir par exemple, de choper un fil de pêche qui est très fin. Il faudrait mettre vraiment quelque chose qui serait très obstruant et qui viendrait gêner la navigation finalement. Donc la limite entre la protection et garder la qualité de navigation n'est pas évidente. On a travaillé sur certains sujets. Aujourd'hui, on note quand même que on a des propulseurs qui sont quand même relativement bien protégés par défaut, mais on peut éventuellement y mettre une grille dessus assez large qui peut permettre d'éviter des gros obstacles. La possibilité de changer les propulseurs, je crois qu'on est déjà sur des propulseurs qui sont dans les plus puissants chez le distributeur, chez le fabricant avec qui on travaille. Ouais. Nicolas, je rajoute un point par rapport à ça, si je peux me permettre. En propulsion marine, et puis c'est un peu vrai aussi pour le reste, mais le fait de doubler les vitesses d'un bateau, par exemple, nécessite de multiplier environ par 8 les puissances de moteur. Donc, c'est des règles bien connues des navigateurs. Donc, si tu veux, il y a quand même un vrai compromis à trouver entre l'autonomie du bateau et sa vitesse d'évolution qui doivent être optimum, en fait. Et aussi, bien entendu, le poids de l'ensemble pour essayer de conserver quelque chose. L'idée de cet usage drone, bon, il y a le non-engagement du personnel vis-à-vis, par exemple, d'une solution traditionnelle, mais aussi l'idée qu'on essaie quand même de tenir avec ces outils, c'est qu'ils puissent être mis en œuvre de façon relativement simple. Et effectivement, si on se retrouve sur des supports qui font la taille d'un bateau, on retombe sur les mêmes difficultés qu'on a de remorque, de mise à l'eau, de plusieurs opérateurs. Et c'est vrai qu'on essaie d'avoir un compromis. Alors, il est évident, bien entendu, que un peu comme dans plein de secteurs, les moyens traditionnels restent aussi bons sur certains sujets et le bateau habité a encore de l'avenir sur certains sujets. Et nous, l'idée du Batidrone, c'est pas d'aller complètement remplacer ça. Effectivement, c'est d'avoir un compromis taille, poids, usage qui permettent d'intervenir à certains endroits de façon beaucoup plus simple à la fois au niveau de la mise en œuvre et aussi au niveau économiquement, le temps passé, l'engagement des opérateurs. Mais on cherche quand même à tenir un format de mise en œuvre simple et rapide. Il y a peut-être, Arnaud, je te laisse, je ne sais pas, il y a la possibilité de changer les sondeurs. Je sais que c'est une intégration qui est quand même lourde et difficile. Je crois qu'on a fixé une marque de sondeur et qu'on s'y tient, mais peut-être, Arnaud, tu as quelque chose à ajouter là-dessus? On peut changer le sondeur, en fait. On a globalement deux types de sondeurs qui sont intéressants avec ce type de vecteur. On a les sondeurs, comme disait Giuseppe en introduction du webinaire, les sondeurs monofréquences. Donc, nous, on commercialise un sondeur qui émet des fréquences à 200 kHz, qui vont plutôt avoir des rebonds sur les premiers objets rencontrés dans l'eau, que ce soit, on va dire, des plantes ou un fond vaseux ou dur. Donc, c'est une sonde qui est peu onéreuse et qui permet déjà de faire pas mal de travail. Ensuite, vous pouvez passer en bifréquence. Donc, cette fois-ci, la sonde, elle est plus imposante. Elle tient quand même sans souci sur le Batidrone.
et elle permet d'émettre en 200 kHz comme la première sonde, mais également en 33 kHz, donc en plus basse fréquence. Et donc, si vous voulez, le 33 kHz est une fréquence qui va plus pénétrer les sédiments que le 200 kHz. Et donc, avec un retour temps réel sur les logiciels de bathymétrie embarqués, on peut avoir une estimation de l'épaisseur de vase avec cette technologie-là. Et puis le troisième sondeur dont vous a parlé Giuseppe, c'est ce qu'on appelle le multibeam, hein, le multifaisceau. Donc là, on a des formations de voix, en fait, et ça travaille en éventail. Donc à chaque fois que vous passez avec le bateau, ben, vous faites un éventail d'acquisition qui va être, dont la largeur, en fait, va dépendre assurément de la profondeur dans laquelle vous vous trouvez. C'est sûr que si vous faites c'est comme en drone aérien, si vous faites des vols à 100 mètres de hauteur, ben vos photos prennent plus de surface. Avec le multifaisceau, c'est un peu pareil. Hein. Plus vous naviguez dans des eaux profondes et plus la fauchée va être importante, mais moins la résolution sera bonne, bien entendu. Donc ça, c'est des capteurs qu'on sait aussi interfacer sur le bâti-drone. Ce sont des capteurs beaucoup plus complexes à la mise en œuvre, mais on sait faire, on l'a déjà fait, on a déjà intégré sur le bâti-drone 3 marques de sondeurs multifaisceaux. Et pour compléter, par contre, on reste sur ces 3 marques, effectivement, parce que c'est un temps d'intégration qui ne nous permet pas d'envisager d'intégrer l'ensemble des marques de sondes. Il y a tout un temps de debug après ces intégrations et on est sur des temps qui sont assez longs quand même. Et donc, l'idée, nous, c'est de travailler sur les 3 produits qu'on a identifiés dans les marques qu'on a identifiées pour effectivement proposer les différentes sondes ou qualités de données que vous souhaitez, mais on ne va pas pouvoir effectivement intégrer l'ensemble des sondes qui existent au marché pour des questions de temps et de coût. Tout à fait. Après, sur la partie GNSS, on a beaucoup de demandes clients qui concernent l'intégration de leur propre GPS. Parce que par défaut, nous, le bâti drone est commercialisé avec un GNSS RTK, hein, qui est une carte intégrée en fait dans le drone pour ceux qui n'ont pas ce type d'instrument à leur disposition. Mais il est tout à fait possible, et ça pour le coup c'est assez facile d'interfacer. On peut interfacer les GPS de clients. Alors ça dépend bien sûr des marques, il faut étudier un peu la chose, mais la plupart du temps on sait le faire. Donc à ce moment-là, on ne propose pas notre système RTK et on prévoit l'intégration de celui du client, ce qui permet de réduire globalement le coût de l'acquisition. Et effectivement, pour compléter, on a effectivement des formats en fait, de communication qui sont beaucoup plus standards sur les outils GNSS et qui nous permettent plus simplement d'intégrer ça, puisqu'on est sur des communications standards. C'est moins le cas où chaque fabricant de sonde va avoir un petit peu ses protocoles et méthodes différentes, donc ça nécessite vraiment du travail. Les marques, on a une question sur les marques qu'on propose. Je crois qu'en mono et en bifréquence, mais je vais peut-être te relaisser la main, Arnaud. En fait, on travaille avec un des leaders mondial du marché qui s'appelle Airmar. Et donc, le gros avantage qu'on a, c'est que en fait, les sondeurs Airmar sont généralement proposés par d'autres fabricants qui les intègrent à leur propre matériel. Nous, on travaille à la source en fait directement. On a beaucoup investi dans les protocoles d'acquisition des données, les interfaçages avec les PC, etc. Parce que c'est des matériels qui sont à la base, on va dire, faits pour être intégrés dans d'autres matériels. Donc ça, on a passé beaucoup de temps là-dessus. Maintenant, c'est une marque, on va dire, fiable, reconnue et qui est suivie dans le temps. Donc, il n'y a aucun problème avec ce genre de fournisseur. Peut-être que ça permet de rebondir sur l'idée effectivement de pouvoir très, très bien intégrer cet outil-là et d'avoir des retours. Donc la version 2020 est une évolution de plusieurs années de développement quand même. Et effectivement, l'idée, c'était d'avoir les mesures les plus justes possibles avec des contrôles et des retours en développement qu'il y a eu. Et c'est aussi, peut-être du coup, je te laisse présenter le treuil, mais aussi le
le but recherché par cet outil qu'on propose, qui permet vraiment d'améliorer la qualité des données récupérées avec un profil de célérité qui est fait. Mais je te laisse reprendre la main, Arnaud, pour présenter ça. D'accord. Vous voyez encore mon écran ou pas, Nicolas? Très bien. Ok, je vais lancer le film du treuil. Donc le treuil, en fait, c'est un treuil autonome qu'on a entièrement conçu nous-mêmes. Il est composé d'inox et de pièces imprimées en 3D, avec impression 3D. Il va permettre en fait de descendre n'importe quel type d'instrument dès lors qu'il ne fait pas plus de 3 kg dans l'eau. Et ça de manière autonome et depuis la berge. Donc le gros avantage, c'est qu'on peut aller descendre des sondes de captation physico-chimique. La sonde de célérité, elle peut être descendue avec ce treuil. Et donc, on l'a entièrement interfacé avec le bateau. Donc, vous avez une interface qui permet de descendre le treuil à la profondeur souhaitée. On a un système d'arrêt qui permet de sécuriser, en fait, au moment de la remontée, un système de sécurité qui va arrêter le treuil si jamais vous faites une erreur de manipulation. Il est intégré au contrôleur de navigation. Et donc, il peut descendre, voilà ce que je vous disais, jusqu'à 3 kg de matériel. Donc ça, c'est une vraie nouveauté. Il se branche sur la plage arrière du bateau, hein, qui se situe à l'arrière du bateau. Voilà, donc il y a le nouveau bateau qui défile là actuellement, le Batidrone 2020, avec ses 8 heures d'autonomie. Et là, vous voyez le treuil qui est disposé sur la plage arrière et qui permet de descendre les instruments. Et donc, effectivement, ce profil de célérité, il permet, via Hydromagic, de venir en quelque sorte corriger nos valeurs de mesure. Ouais, alors pour ce qui concerne la célérité, on va être assez pragmatique et clair là-dessus. Si vous intervenez dans des eaux très peu profondes, entre 0 et on va dire jusqu'à 10 mètres de profondeur, 5 à 10 mètres, la valeur, la célérité, c'est-à-dire la vitesse du son dans l'eau, va pas trop influencer vos mesures, ou ça va engendrer une erreur, mais qui sera plutôt faible. En revanche, quand vous commencez à intervenir dans des gravières qui font 30, 40, 50 mètres de profondeur, il y en a beaucoup des gravières qui font 50 mètres de profondeur. À ce moment-là, si vous voulez, si vous n'avez pas mesuré la vitesse du son dans l'eau, ça veut dire que le temps de trajet du son à travers l'eau, ça va être calculé sur des mauvaises valeurs de vitesse de déplacement du son dans l'eau. Et sur des gravières de 50 mètres, vous pouvez vous retrouver avec une mauvaise valeur de célérité sur des erreurs jusqu'à environ 2,50 m, voire 3 mètres de profondeur en erreur. Hein. Donc, c'est important, on va dire, plus la profondeur est grande, plus c'est important de mesurer la célérité. Donc, pour ça, nous, on utilise une sonde de célérité, en fait, qui va donner directement, elle est entièrement autonome, hein, en termes de batterie, elle est en connexion Bluetooth. Et puis, elle va permettre de déterminer avec grande précision la vitesse du son dans l'eau. Si vous n'êtes pas équipé de ce genre de sonde, vous pouvez également, il existe des ABAC qui permettent de déterminer la vitesse du son dans l'eau en fonction de température, salinité, et ça varie aussi avec la pression. Donc, mais ces ABAC, bon, voilà, il faut quand même à la base connaître la température de l'eau, connaître la salinité si on veut déterminer précisément la valeur de la célérité. Et en fait, quand on fait une mesure de célérité avec une sonde de célérité, on mesure cette valeur de célérité tous les 50 cm ou tous les 1 mètre de profondeur en descendant la sonde avec le treuil. Et par conséquent, ce graphique, ce diagramme en fait, d'évolution de la célérité avec la profondeur est intégré dans les logiciels de bathymétrie qui permettent de faire de manière autonome la correction de célérité. Merci Arnaud. On a des questions sur l'électronique qui est utilisée et comment a été pensé ce bateau vis-à-vis de la maintenance. Alors effectivement, on a une électronique, on a une part d'électronique, un autopilote qui est standard open source open hardware, qui est l'autopilote Pixhawk 2. Mais il y a toute une interface qui est faite avec un PC embarqué à bord entre les différents éléments du bateau. Effectivement, c'est cette sorte de carte mère qu'on a, nous, à l'intérieur. Elle va faire le lien entre l'autopilote, le GPS, la sonde, le treuil, tous les différents éléments de communication avec la berge.
Ça, c'est vraiment un développement propre au Bâti-Drone. Sur la partie maintenance, on a assez peu de maintenance sur cette électronique du moment entre guillemets, on n'a pas de voie d'eau. On est sur de l'électronique, donc c'est des choses qui sont plutôt fiables et plutôt où la maintenance est très faible. On va pouvoir, bien entendu, faire de la maintenance sur terrain pour terminer l'émission qui sont de l'ordre de éventuellement changer une pale d'hélice. Ça, c'est des choses qui sont accessibles à l'utilisateur. Mais sur tout ce qui est maintenance de deuxième ou troisième niveau, on va travailler, nous, à l'atelier, pour éventuellement remplacer, je ne sais pas, si une pièce venait à casser sur le treuil ou des choses comme ça. On a des différents niveaux de maintenance qui vont dépendre un petit peu du niveau de gravité de l'incident que vous avez. Mais c'est des matériels où toute l'électronique reste très très fiable et on est sur un interfaçage simple. Hein. C'est aussi l'idée de ne pas mettre de panneaux photovoltaïques, de ne pas trop compliquer. On essaie de rester sur un écosystème simple pour minimiser les sources de panne. Alors, je rajouterais, Nicolas, que pour le Bâti-Drone, en fait, toute la partie électronique du bateau a été intégrée dans une boîte étanche. Et en fait, l'idée qu'on a eue initialement, c'est si vraiment il y avait un souci sur la partie électronique, ce qui sera rarement le cas, je pense, parce qu'on a des systèmes de sécurité, des boîtes à fusibles, etc. Le client peut éventuellement nous renvoyer uniquement la boîte d'électronique pour qu'on puisse l'amener au banc de test pour voir le problème. Mis à part ça, je dirais sur le bateau, après, en termes de maintenance, il y a effectivement 2 moteurs sous-marins, mais qui n'ont pas besoin de lubrification. Ils sont pas dans un bain d'huile ou quoi, donc ils sont lubrifiés avec l'eau. Donc, en termes de maintenance, c'est vraiment minime. Il n'y a quasiment rien à prévoir. Donc, nous, on a conçu cette boîte électronique indépendante qui peut être, on débranche les prises si vraiment on a une difficulté et on renvoie au SAV pour qu'on puisse faire les tests adéquats. Sur le format de la coopération entre Bâti-Drone et Escadrone, effectivement, Arnaud et Olivier ayant démarré et travaillé énormément sur ce projet, étant aussi utilisateurs à la base, c'était surtout dans le cadre de leurs usages qu'ils ont développé ces produits. Quand on a ouvert des discussions aussi avec Arnaud et Olivier, on s'est dit qu'effectivement ce produit, il avait une réponse et un développement qui était abouti et qu'on pouvait envisager une commercialisation. Et c'est effectivement là qu'intervient Escadrone, nous, sur toute la partie commercialisation, le premier niveau de maintenance, le premier niveau de support. Mais l'assemblage est en France, à Annecy, via Bâti-Drone et différents acteurs qui gravitent autour de ce projet de construction. Alors, je pense que c'est bien effectivement de le préciser parce que je trouve que c'est une force en fait qu'on soit opérateur, utilisateur de ce bateau parce que c'est comme ça qu'on l'a amélioré au fil du temps et qu'on l'a vraiment amélioré et surtout qu'on a cherché à le rendre très facile d'accès en fait. Une mise à l'eau du Bâti-Drone, c'est 3 minutes sur le terrain, il n'y a pas plus. Il n'y a vraiment rien à faire à part brancher les batteries. Après, ce bateau que vous avez derrière, par exemple, il a fait au moins une centaine de missions à son actif. C'est de la résine polyester, c'est très costaud. Il n'y a pas de trous, etc. On l'a déjà beaucoup maltraité et il est toujours là et il est toujours en vie et il fonctionne toujours parfaitement. C'est vraiment une force que ce développement il soit issu d'un utilisateur pour être très très proche du besoin justement de nos clients usagers. On a des questions sur les gammes de prix. La gamme de prix, c'est quelque chose, Giuseppe serait très à même de vous répondre sur ces sujets. On a beaucoup d'options qui tournent autour de ces projets. On a vu le treuil, la possibilité des GPS, les différentes sondes. C'est très difficile de donner un budget fixe. On va, pour certaines sondes, monter jusqu'à une centaine de milliers d'euros sur la sonde. Alors après, on a des projets où la sonde coûte plus cher que l'ensemble du Bâti-Drone. Mais on est globalement sur plusieurs dizaines
dizaines de milliers d'euros, mais c'est vraiment des projets qui vont vraiment varier en fonction de ce que vous souhaitez vis-à-vis du treuil, des sondes, du GPS intégré ou non, des abonnements si vous souhaitez ou non, des logiciels que vous souhaitez ou non. Giuseppe est très à même de vous faire Oui. des simulations sur un besoin que vous identifiez, mais il faut que nous, effectivement, on a différents formats sur lesquels, des formats standards. Après, si vous souhaitez, si vous possédez le GPS, effectivement, c'est des choses qui sont étudiées. Absolument. Donc, moi, n'hésitez pas en fait à m'envoyer votre demande. Donc, il y a effectivement un prix sur le Batidrone équipé d'une sonde mono ou fréquence ou bifréquence. Et moi, généralement, dans les propositions chiffrées, j'indique à titre indicatif en fait le coût de chaque option. Et puis, c'est vous qui choisissez votre configuration sur mesure. Mais Giuseppe, si je ne dis pas de bêtises, c'est des budgets où on est entre 20 et 40 000 euros ou 50 000 euros en mono ou en bifréquence, et puis plutôt Ouais. un peu plus quand même sur… En fait, on va être sur des budgets sur la mono et sur la bifréquence, hors équipement optionnel, entre 29 et 36 000 euros. Après, vous allez ajouter vos options. Donc, c'est un prix qui est très compétitif par rapport au prix sur le marché, sachant que ce que je disais en aparté, c'est que l'objectif, c'est véritablement de vous accompagner sur la durée. Également vous dispenser une formation pour que vous soyez parfaitement à même de réaliser vos inspections. Et ensuite, nos techniciens, Arnaud et Olivier, resteront bien sûr à disposition si vous avez la moindre interrogation. On travaille également chez Escadrone, en fait, sur une plateforme de formation e-learning pour vous accompagner même le week-end. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de pouvoir réaliser des tutos de formation sur l'utilisation de la navigation, sur les capteurs, etc., pour que vous puissiez également revenir régulièrement sur ces vidéos. Donc, c'est pas que de la vente, c'est vraiment et de la vente et de l'accompagnement. Voilà. Ça me permet de rebondir sur l'aspect location. On sait, sur des besoins, vous mettre en relation avec Arnaud éventuellement ou d'autres de nos clients qui sont équipés. Donc, on va plutôt fonctionner sur de la location avec opérateur finalement, de la prestation complète de service. Et aujourd'hui, on ne fonctionne effectivement pas sur de la location pure du matériel, puisqu'il y a effectivement un savoir-faire et des compétences qui y sont associées et qui nous semblent indispensables dans la bonne réussite d'une mission. Donc, par contre, on sait vous mettre aux besoins en relation aussi si votre besoin est trop ponctuel pour envisager des amortissements et une intégration interne, vous mettre en relation avec éventuellement Arnaud et Olivier qui font aussi de la prestation, ou d'autres clients qui sont équipés, qui vont vous proposer finalement on est de la location avec opérateur un petit peu. Des questions sur la coque. Donc, est-ce qu'il est possible de la réparer? C'est de la fibre de verre, donc on est dans le milieu marin, c'est très utilisé. Il y a des patchs qui existent au grand public de réparation. Après, il faut quand même vérifier à terme qu'on ne vienne pas délaminer et que ce soit quand même correctement. La réparation de terrain est compliquée quand même. Il faut quand même s'assurer qu'on n'ait pas un délaminage des différentes couches. Ouais, en fait, nous, on ne l'a jamais réparé. Il y a un petit pet sur l'avant d'un pilier en béton qu'on a tapé une fois. Sur le nouveau Batidrone, il y aura un liston de caoutchouc tout autour. Donc, vous pourrez encore le taper encore plus fort si vous voulez. Mais on va dire, on n'a jamais eu de réparation à faire. Mais comme dit Nicolas, si vous devez réparer, c'est des matériaux tout à fait standards et il y a des kits de réparation qui existent dans le commerce pour le réparer. Sachant que à l'achat, vous pouvez choisir la couleur de votre bateau dans une gamme de 10 teintes environ. Là, on a fait du jaune, mais vous pouvez commander du bleu, du vert, du noir, ce que vous voulez.
Alors, le bleu, c'est peut-être compliqué pour le suivre, hein, mais Ouais, c'est un peu plus compliqué. bleu sur bleu, ça va être difficile de voir où il est. Mais non, mais après, c'est vrai qu'il y a des couleurs qui sont assez utilisées dans le milieu nautique, qui peuvent être judicieuses pour bien le repérer. Et puis oui, c'est des matériaux qui sont très standards, hein, la fibre de verre dans le milieu nautique, donc il n'y a pas de choses particulières ou de complexité à devoir remouler, ou c'est des choses qui se réparent bien. Oui. Il y avait une question sur la portée, je crois, du système. Hein. Donc, en fait, donc le bateau est relié à la berge par un système de transmission en 5 GHz, mais sur un système propriétaire. Ce n'est pas du Wi-Fi, c'est de la transmission développée par un leader du marché de fabricants de systèmes. Donc, on va dire qu'on peut facilement atteindre 1 kilomètre de distance avec le bateau, sachant que ce lien-là, c'est le lien avec le PC du bord. Donc, en temps réel, vous avez toute l'acquisition que vous voyez, sachant que tout se passe sur l'ordinateur du bateau. Donc, si jamais la transmission, pour une raison ou une autre, elle venait à être perdue temporairement, vous inquiétez pas, vos acquisitions continuent, vos points ils sont toujours enregistrés, et ce n'est pas un souci. Et on a une redondance puisque en fait, le multiboat ou le batidrone sont pilotés par une radiocommande de l'opérateur, dont dispose l'opérateur. Et donc ça, c'est un autre lien de radio qui est fait avec le bateau et qui permet d'avoir une redondance des systèmes, sachant que la radio du pilote, elle est encore plus longue en portée. Donc là-dessus, on a rarement des soucis de transmission. On a des questions sur la précision des mesures en mono, bi ou multifaisceau. Est-ce que c'est toujours la même? Non, alors. Arnaud reprendre la main, mais sur la bi, enfin, ça dépend effectivement de la fréquence qu'on utilise, la précision. Ouais. En fait, après, les fabricants de matériel nous indiquent en fait des précisions standards qui sont liées à leur matériel intrinsèquement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une sonde monofréquence, donc elle émet sur une fréquence haute, à 200 kHz, elle va avoir un angle d'émission, c'est comme un haut-parleur, un angle d'émission qui va être environ de 6 degrés d'ouverture, d'accord ? Sachant que en revanche, les basses fréquences, elles, vont avoir des rayons d'ouverture beaucoup plus grands, de l'ordre de 20 degrés. Donc, si vous voulez, quand le signal il arrive sur le fond, si le cône est resserré ou si le cône est large, la précision va être différente dans le premier cas et dans le second cas. Parce qu'en réalité, le sondeur, lui, va mesurer la profondeur sur le premier écho qu'il reçoit à l'intérieur du cône. Quand on est à plat, ce n'est pas très gênant parce que toutes les profondeurs sont identiques. Mais quand on est sur des pentes, sur des zones inclinées, l'écho qui est reçu par le sondeur, ça va être le premier point. Donc, ce sera toujours le point le plus haut. Et donc, pour ces raisons-là, les basses fréquences sont moins précises, sont entachées d'une imprécision qui est beaucoup plus forte qu'en haute fréquence. En haute fréquence, les données constructeurs de la sonde, c'est une précision d'1 centimètre plus 0,1% de la profondeur. Puisque comme c'est un cône, plus on est profond, plus le cône est large et plus l'imprécision augmente. Donc, 1 cm plus 0,1% de la profondeur pour la sonde monofréquence. Et donc, pour la bifréquence, pour la haute fréquence de la bifréquence, on est sur les mêmes ordres de grandeur. Et puis, on a une imprécision qui est plus forte. Alors, je n'ai pas le chiffre en tête, mais on pourra le préciser ultérieurement, mais qui est plus forte que la haute fréquence. Et enfin, sur le multifaisceau, ça n'a rien à voir. En fait, l'approche est totalement différente puisqu'en fait, le multifaisceau, comme on a des très petits faisceaux acoustiques qui sont émis, on a besoin de connaître avec une très grande précision la manière, l'orientation du faisceau émis et l'orientation du bateau également quand le faisceau est reçu. Et donc, les capteurs multifaisceaux font appel, en fait, sont couplés systématiquement à des centrales inertielles de haute précision
C'est pour ça que les budgets aussi s'envolent un petit peu avec ce type de matériel. Mais c'est ce qui garantit en fait la précision des mesures. Ça va être garanti globalement par la qualité de la centrale inertielle qui est couplée à la cellule d'émission sonar multifaisceau. Mais si on fait un parallèle avec ce qui est fait en mesure traditionnelle depuis un bateau, hein, on est dans les mêmes gammes de qualité puisqu'on utilise les mêmes sondes en fait. On n'a pas de perte de qualité liée à l'usage du drone. On aurait plutôt même un gain de qualité par des mesures plus précises dans l'espace qu'on fait. Mais on ne va pas, en tout cas, l'usage autonome et automatisé du drone n'amène pas de l'imprécision face à un usage bateau. Non. Non. On est sur les mêmes marques de sondes, les mêmes. On est même presque, on est assez optimisé en termes de positionnement des différentes sondes sur le bateau. Généralement, sur les gros bateaux, le système GPS, il n'est pas nécessairement à la verticale de la sonde de mesure parce qu'elle est dans la coque du bateau, etc. Donc, on est obligé d'introduire en fait des bras de levier dans nos systèmes pour dire que l'antenne GPS se situe à 7 mètres à l'avant du bateau, que la sonde elle est à 2 mètres à l'arrière, etc. Alors que dans le bâti-drone, en fait, on a conçu pour que tout soit à la verticale. Donc, globalement, on n'a qu'un bras de levier, on n'a qu'un offset en Z, en fait, uniquement sur la verticale. Et donc, c'est plus simple à gérer. C'est aussi, ça permet aussi de gagner en précision de mesure pour éviter d'introduire des bras de levier qui sont un peu inutiles sur ce genre de bateau. On a des questions sur la disponibilité des matériels. Donc, hors situation actuelle, effectivement, Olivier, c'est un développement sur la version 2020 qui est terminé. Les essais sont validés et on n'a pas de délai de développement encore. Hein. C'est vraiment un projet qui est terminé et qui est prêt là, depuis le début de l'année. On a un délai de 6 à 8 semaines. On est sur de l'assemblage par pièce. On n'a pas de chaîne de production. Hein. C'est vraiment de la construction par pièce. Donc, il y a un délai de montage à prévoir qui est lié aux différents éléments, fabrication de coque, etc. Même s'il y a un roulement qui est créé de fabrication, on est quand même sur un assemblage par unité. On a aussi 2-3 questions sur les fonctions return home en cas de perte de liaison, possibilité d'avoir 2 télépilotes, un sur chaque berge. C'est quelque chose, nous, cette électronique Pixo qu'on utilise, qui est très souple, elle permet du go home, hein, bien sûr. Après, ce go home, il faut le penser bateau par rapport au drone, hein, pour ne pas l'envoyer dans une berge, le coincer au milieu. Mais c'est des choses qui se font. On a la possibilité de faire du go-to aussi, plutôt que de la navigation au clic. Hein, et après, sur la possibilité d'avoir 2 opérateurs, c'est des choses qui s'étudient. C'est des choses là où on sait étudier la faisabilité, le coût de ça, plus simplement que de changer de sonde. C'est des choses où on est plus ouvert là-dessus. Ouais. Techniquement, c'est des choses qui commencent à sortir. Il y a des nouveaux protocoles de transmission radio qui permettent d'effectuer ce genre de choses. C'est-à-dire, concrètement, c'est appairer 2 radiocommandes au drone, en fait. Donc ça, c'est faisable. On peut l'étudier et l'intégrer. Voilà, on avait aussi des questions sur le fonctionnement. Est-ce que la nécessité d'un support bateau est réelle à chaque usage? Non, c'est plutôt l'idée, c'est justement de complètement se passer de ce bateau, hein, et de favoriser l'usage du drone. Il y a une méthodologie et un savoir-faire qu'on transmet dans nos formations, et effectivement, il y a un risque qu'on mesure en fonction des environnements où on va évoluer. Si on est dans un risque très très fort de coincer la machine, effectivement, il faut peut-être s'assurer qu'il y a une possibilité derrière au cas où de mettre en œuvre quelque chose pour aller le chercher. Mais c'est des choses qu'on sait transmettre un petit peu en formation, et justement, Arnaud disait plus d'une centaine de missions avec ces outils. Nous, on a des retours clients aussi sur ces mésaventures qui puissent arriver. Aujourd'hui, on est très à même d'identifier un petit peu et de vous apprendre à mesurer le niveau de risque que vous prenez. Après, effectivement, si
si c'est un projet qui pourrait se faire uniquement avec le drone qui est très risqué, que personne ne veut y aller, bon, bah, si vous êtes prêt effectivement à envisager ça, il y a aussi des possibilités tierces. On peut éventuellement mettre une petite cordelette accrochée au bateau. Enfin, il y a différentes solutions qui peuvent être imaginées pour minimiser le besoin d'aller à l'eau le récupérer, mais c'est des choses qui sont anecdotiques, qui n'arrivent pas tous les jours du tout. Tout à fait. Ouais. On a déjà fait pour quelques missions du maintien avec, comme tu dis, une cordelette, par sécurité en fait, hein, tout simplement. C'est un petit peu plus contraignant parce que pour le coup, il faut être à 2 opérateurs alors que le bâti-drone a été plutôt conçu pour un seul opérateur. Mais c'est des choses qui sont faisables. Et puis, c'est vrai que nous, on a de l'expérience du type de mission, dans quel environnement il pourrait, une acquisition par bateau-drone pourrait poser problème. Généralement, ça n'en pose pas beaucoup. C'est vraiment le problème des plantes, principalement, qui peut être un souci en termes de navigation. Mais voilà, on peut envisager des propulsions aériennes comme sur le multiboat. Nicolas disait que ils étaient en train d'y travailler. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est nous, en termes d'utilisateurs du bateau, il faut savoir que les donneurs d'ordre sont de plus en plus friands de ce genre d'outils parce que ça répond à un vrai besoin en termes de sécurité. Ils n'ont plus de personnes sur l'eau. Ils n'ont pas de rampe pour un bateau à créer. Donc là-dessus, ils sont vraiment très, très demandeurs et preneurs. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en termes de prestations, nous, ça a vraiment décollé avec le bateau drone parce que tout simplement, il y a un vrai besoin qui a été identifié et un gain de temps, comme l'a dit Giuseppe en début d'introduction. Et ça me permet de revenir aussi sur l'aspect économique de tout ça. Bien entendu, on est sur des solutions qui sont des investissements qui sont bien inférieurs à ce qu'est l'investissement à bateau habité. Et des personnels qui sont moins nombreux et qui ont besoin de moins de compétences différentes, puisque dans le cas d'un bateau habité, la compétence d'acquisition, elle est rarement associée à la compétence de pilotage du bateau. Donc on arrive à avoir un opérateur qui est compétent sur l'ensemble de la chaîne, qui peut intervenir uniquement. Donc on a aussi un gros gain économique sur le nombre de personnes impliquées dans ces missions. Et c'est effectivement aussi un point assez important. Et pour revenir à ce qu'on disait sur les éventuelles mésaventures qui pourraient arriver, bien entendu que quand mésaventures il y aurait eu aussi en habité des difficultés et des grosses difficultés à y aller. Donc on n'est pas moins bon que l'habité et on va avoir aussi les mêmes certaines limites qui sont rencontrées en habité. Ouais. On a des questions sur d'éventuels applicatifs pour les services de secours. Oui, alors là, c'est plus de l'imagerie ou du multifaisceau qu'on fait, mais de l'imagerie acoustique, mais dans la recherche éventuelle de choses au fond de l'eau. Donc là, on est plutôt dans dans les applicatifs de gendarmerie. Et puis, il y a d'éventuels applicatifs de secours vis-à-vis des pentes au niveau des plages, par exemple, ou cette typologie de projet qui est lié à la sécurité des usagers d'une plage, par exemple. Je ne sais pas si on a eu beaucoup de questions à défiler. Si on en a oublié, n'hésitez pas à les reposer dans le chat, puisqu'on là, en remontant, est-ce qu'on a bien répondu à tout? Des questions sur la portée, oui. N'hésitez pas à les reposer si on en a oublié. Ce n'est pas volontaire, c'est de difficulté de lecture. Il y a beaucoup de questions peut-être. Il y a pas mal de questions sur les acquisitions en rivière. Oui. Alors, on va dire que la plateforme là, elle n'est pas vraiment faite pour les forts courants. On est plutôt sur des courants de l'ordre de 1 à 1,5 mètres par seconde. Bon, ça concerne beaucoup de rivières en France et à l'étranger. Le bateau drone, il est allé sur la Seine à Paris, donc sans difficulté particulière. La Seine, c'est une rivière en temps normal, elle coule à 0,8 mètres secondes, donc en dessous d'1 mètre seconde. Le bateau, il n'y a pas de problème pour lui. Après, c'est vrai que dans des courants plus forts, nous, on est sur des prototypes
que vous voyez derrière Olivier, il fait pas de surf à Biscarrosse. C'est juste qu'on a un prototype de planche de surf qui permet d'aller contrer des courants de l'ordre de 3 à 4 mètres secondes. Mais c'est dans les tuyaux, mais pour l'instant, on essaie de se concentrer sur le bâti drone dans cette version actuelle. Mais il y a peut-être des nouveautés à venir dans les prochains mois. En tout cas, c'est en rivière, il y a une chose qui est intéressante, c'est généralement sur les rivières, on peut avoir des forts dénivelés, surtout si la demande de votre client, c'est d'aller lever 1 à 2 km de rivière. Entre le point haut et le point bas, le niveau de l'eau peut varier de plusieurs dizaines de centimètres, voire plusieurs mètres. Donc, c'est important d'avoir des systèmes RTK parce qu'on va pouvoir corriger en temps réel l'altitude de l'eau durant toute la phase d'acquisition. Et d'ailleurs, c'est aussi intéressant quand ce sont des rivières régulées avec des barrages qui lâchent de l'eau, etc. Ou au cours d'une journée, on peut avoir, on a déjà eu le cas récemment d'ailleurs, des variations d'1 mètre dans la journée, des fluctuations, on va dire, d'1 mètre du niveau de l'eau dans la journée. Et le système RTK temps réel nous permet de totalement compenser ces variations pour avoir un Z de l'eau au fond qui soit toujours en hygiène 69 et à la bonne cote. Je ne sais pas si on a oublié des questions. Ou... Donc, on a des questions sur le replay du webinaire qui sera bien entendu disponible début de semaine prochaine, le temps de préparer ça et de le diffuser sur notre chaîne YouTube. Vous avez la possibilité de nous suivre sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez. On diffuse beaucoup d'informations par ces biais-là. Ce sera aussi diffusé donc, par nos réseaux sociaux. Vous avez la possibilité de vous inscrire. On a une newsletter. Vous aurez le lien dans un mail de remerciement dans lequel je vous partagerai le lien du webinaire du replay qui nous permet, nous, de communiquer avec notre base de clients et prospects sur ces types d'événements qu'on organise et sur d'autres sujets éventuels. On n'est pas trop agressif commercialement sur ces newsletters. On essaie de passer de l'information intéressante, mais pas tous les jours. Plutôt une fois par mois, pas à peu près. Je ne sais pas si on a fait, je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions. Je vois qu'il n'y a pas de nouvelles questions. En tout cas, je vous remercie pour ma part, Nicolas, de votre présence. J'espère qu'on a apporté des éclaircissements sur vos projets. Je laisse la parole à Arnaud et Giuseppe pour clôturer tout ça. Moi, simplement pour terminer… Vas-y, Giuseppe, pardon. Pardon, Arnaud. Simplement, merci en tout cas de votre participation. Comme je le disais tout à l'heure, donc pour les démonstrations dont j'ai parlé tout à l'heure, n'hésitez pas à me renvoyer un mail directement et en fonction de votre lieu d'habitation, je vous enverrai tous les détails. Donc là, je pense que ce sera très certainement après le 11 mai, date de retour. Donc sans aucun problème. Si éventuellement vous n'êtes pas dans les lieux que j'ai précisés tout à l'heure, n'hésitez pas à m'envoyer vos demandes. J'essaierai de voir si on peut organiser quelque chose. Si vous avez besoin également d'avoir des propositions chiffrées, vous avez mon adresse mail qui apparaît à l'écran. Je me ferai un plaisir sous 24 heures de vous envoyer des propositions chiffrées et puis on reste bien entendu à votre entière disposition, même en dépit de la situation sanitaire aujourd'hui. Merci à vous. J'aimerais également remercier Nicolas, Arnaud et Olivier pour leur participation. Et Merci. Moi, je vous dis à très bientôt. Puis je laisse la parole à Arnaud et Olivier. Moi, je crois que tu as tout dit. Donc, en tout cas, merci pour les échanges. Donc, nous, on est toujours ouverts pour répondre aux questions sur l'utilisation, comment fonctionne le bâti drone via Giuseppe. N'hésitez pas à le contacter. Il nous communique très régulièrement ensemble pour essayer de faire avancer tout ça. Voilà. Merci à vous et merci de votre attention.